Bonjour Annie. Bonjour Sophie. Je vous laisse travailler à la réintégration je des continue craquelures. comme on avait décidé à ce niveau-là. Là, j'ai déjà fait tout ça. Ça commence à bien Ça commence à prendre du à volume. prendre forme Ouais, et volume et coloris aussi. ouais. Ce tableau, on l'appelle La Vierge au chancelier Rollin. Nicolas Rollin, c'est le chancelier du duc de Bourgogne. C'est un personnage extrêmement puissant et il commande à Jan van Eyck, qui est un des peintres officiels, disons, du duc et de la cour de Bourgogne à ce moment-là, de lui peindre ce tableau. On date ce tableau des années 1430. On y voit précisément le chancelier Nicolas Rollin qui est en train de prier et de sa prière naît une vision qui est celle de la Vierge et de l'enfant, l'enfant étant en train de bénir Rollin. Ces trois personnages monumentaux sont dans un espace architecturé de nature un petit peu ambiguë. Il y a beaucoup de discussions dans la littérature pour savoir où est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est une chapelle? Est-ce que c'est la salle d'un palais? Derrière cet espace, il y a deux autres espaces. C'est une composition un peu par plans successifs dans lesquels on s'immerge progressivement. Et il y a un espace un peu intermédiaire qui est celui du jardin suspendu, très très beau. On voit des fleurs, des pans, des pis, des fleurs dont on peut reconnaître toutes les espèces, qui est à la fois une sorte de prolongement de la Vierge, comme souvent dans la culture médiévale, la Vierge comme jardin, mais également un espace quasiment réel qu'on peut retrouver dans les châteaux à l'époque, avec des créneaux, et derrière un très grand paysage qui nous montre une sorte de ville parfaite du duché de Bourgogne de l'époque. Et au fond, ce paysage s'ouvre vers des collines, des montagnes. Voilà la façon dont Van Eyck, par cette triple arcade, ouvre depuis une rencontre très concentrée, une atmosphère très confinée entre ces personnages monumentaux, vers une sorte de perspective qui nous emmène très loin. Nicolas Rollin a peut-être en partie commandé cette œuvre à Van Eyck en lui disant « Eh bien voilà, j'aimerais un objet que je puisse emporter avec moi et face auquel je puisse m'isoler, dans lequel je puisse même m'immerger pour accompagner ce moment de retrait du monde qui est la prière. » Et le sens de la composition de ce tableau incite à penser dans cette direction, parce que vous vous en rendrez compte, si vous êtes à 1 mètre du tableau, puis si vous êtes à 50 cm du tableau, on ne sait pas très bien comment se positionner, mais il y a entre les personnages centraux un passage qui est ménagé. Et à la fin de ce passage, on voit deux petits personnages auxquels, en fait, on peut assez facilement s'identifier. On se penche sur le paysage à la manière du petit personnage de gauche, et on peut mentalement refaire ce parcours, prendre le pont central ou ne pas le prendre, traverser la ville de droite, de gauche, remonter dans les collines. Il y a une notion de parcourabilité mentale à laquelle nous invite cette composition. Et ça participe de la prière aussi. Quand on arrive devant le tableau, on est complètement happé par lui. Une fois qu'on est dedans, on a du mal à en sortir. Le tableau, en fait, est arrivé entre mes mains, très très sombre, couvert de vernis et de quelques repeints. On s'est rendu compte qu'au moment où tout a été nettoyé, on avait une lumière et une harmonie retrouvées. Là, je suis en train de combler les lacunes prématurées pour essayer de restituer une image un peu cohérente, parce que pour l'instant, on est quand même très perturbé par toutes ces ouvertures claires. Donc je commence par faire un premier ton assez clair et lumineux au fond de la craquelure, sans déborder, en laissant même, il y a un tout petit bord noir, je le laisse apparent pour éviter de boucher l'image et garder quand même une certaine transparence dans le rouge. On essaye d'être le plus léger possible pour justement que l'image soit lisible sans l'alourdir et sans trop la transformer.
Jan van Eyck, il conçoit son objet dans sa globalité, non seulement la partie peinte à l'avant, mais aussi le revers, mais aussi les bords, mais aussi son cadre, et il le conçoit vraiment comme un objet dont Rollin va pouvoir se servir. Et le revers permet plusieurs choses, il permet un autre type de méditation. C'est une tradition très médiévale qui a été théorisée notamment par Suger au XIIIe siècle, que les pierres précieuses et l'abstraction des pierres précieuses sont une manière aussi de se couper du réel, de s'immerger dans cette espèce de monde de pure forme qui permet d'accéder à une certaine forme de vision. Il y a aussi l'aspect très très précieux de ces pierres qui, dans une tradition médiévale voire antique, permet de doter d'un prestige supplémentaire ces objets en jouant une sorte de trompe-l'œil. En tout cas, il était fait pour être vu, et probablement dans un dispositif très, très sophistiqué. Toutes ces blessures à l'arrière sont incompréhensibles si on imagine qu'il est destiné à être admiré et considéré. Et puis il y a des époques aussi de restauration où on a été moins conservateur et plus interventionniste, notamment sur les bois, les joints, tout le traitement des panneaux. Donc, après le nettoyage, la décision a été prise de se séparer de 2 papillons qui étaient en relief. Ces 2-là, les autres avaient déjà été arasés et maintenant il faut les faire passer d'un point de vue chromatique, les faire passer dans la matière pour retrouver cet aspect très lisse de la surface. La réintégration, c'est d'abord un problème d'observation et de gestuelle. Il faut d'abord prendre en compte l'ensemble et voir qu'il y a une sorte de dynamique tourbillonnante, un côté un peu Pollock, de projection, avec des parties aléatoires, évidemment, il n'a pas contrôlé tout. Donc j'observe de très près les gouttes, la taille, la couleur, les transparences des jaunes qui arrivent ici, par exemple. Et puis, petit à petit, j'arrive, quand je vois que ça suffit, que ça se noie dans l'image globale, j'arrête. Dans ce tableau, il y a une deuxième fonction. C'est plutôt de garantir à Nicolas Rolin d'être célébré pour les siècles des siècles face à la Vierge pour sa grande piété. On s'en rend bien compte quand on est loin parce qu'on ne voit plus le paysage, donc on ne peut plus vraiment faire cet exercice d'immersion. Par contre, ce qu'on peut, c'est admirer Rolin dans sa gloire, dans son magnifique vêtement, dans sa proximité avec la Vierge, mais aussi dans le grand réalisme de son visage, de ses traits, des détails de sa physionomie. Donc il y a une fonction, j'allais dire, mémorielle et une fonction de prière. Cette double fonction, ça peut expliquer aussi l'étrangeté ou la bizarrerie de ce tableau qui superpose des échelles très étranges, qui fait qu'on n'est jamais très à l'aise pour savoir à quelle distance il faut le voir, s'il faut s'approcher, se reculer, s'il faut se mettre sur la droite, sur la gauche. Enfin, il y a toute une chorégraphie qui est prévue par Van Eyck. Van Eyck, c'est un génie qui prévoit tout. Et dans la conception de son objet, comme tout designer, il prévoit comment est-ce qu'il faut l'appréhender. Mais justement, le fait qu'on soit toujours un peu inconfortable et toujours un peu en hésitation sur le bon positionnement, ça fait vraiment partie d'une stratégie d'attention qui a été prévue par Van Eyck. C'est un génie de virtuosité, mais c'est aussi un génie de conception spatiale dans laquelle nous-mêmes on est impliqués.